That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une revue qui questionne énormément ce qu'on appelle les métiers du doublage. Et pour en parler, Olivier Barbery. Alors, Olivier Barbery, attention, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant plus de 20 ans, 21 ans, et ça a été aussi un rédacteur qui a travaillé pour le fanzine Querelle, donc il y a longtemps de cela, et donc on était à la fac ensemble, la fac de cinéma, et donc il est venu, il faisait pas partie du groupe fondateur, mais en tout cas il a rejoint le groupe, et donc je suis très très content de renouer le dialogue avec lui, et il a créé cette revue qui s'appelle Synchro. Et donc, il vient pour en parler et je suis assez ému et assez content. Comment vas-tu, Olivier? Ça va très bien, Samir, je te remercie. Effectivement, ça fait un bail. Je suis ravi d'être là, ravi d'être sur ta chaîne que je trouve vraiment assez exceptionnelle, hein, en tout cas très différenciante de ce qui se fait sur YouTube. Je te remercie beaucoup. Mais alors, autant que je me souvienne, alors peut-être que au bout de quand tu as 45, 46 ans, tu commences un petit peu à flancher, mais je me souviens pas, parmi les conversations que nous avions eues à l'époque, que tu étais sensible à ça. Ou alors peut-être que tu m'en as parlé, mais je m'en rappelle pas. C'est-à-dire sensible à quoi? À tout ce qui est lié au doublage, au métier du doublage. Est-ce que c'est quelque chose qui est en toi depuis très très longtemps, depuis la fac par exemple? Oui, complètement. Alors, c'est vrai que je t'en avais pas parlé à toi, mais à l'époque, j'en avais parlé à un autre étudiant qui était en classe avec nous, je me souviens plus du nom. Et en fait, il m'avait expliqué que lui, dans une classe antérieure, il avait fait venir un comédien de doublage pour venir parler du métier du doublage. Et ça, on en avait vraiment beaucoup discuté avec lui. Mais tu sais, à l'époque, en fac de cinéma, entouré de cinéphiles, il n'est pas de bon ton de dire qu'on aime bien la version française. Je regardais beaucoup de versions originales, bien évidemment, parce que énormément de films étaient plutôt rares. Et c'est vrai que quand on les trouvait en cassette vidéo à l'époque, en VHS, parce que j'allais les louer pour pouvoir les voir, il y avait beaucoup de films qui étaient en version originale et ça m'a jamais dérangé. J'aime énormément les versions originales, mais j'avais vraiment une appétence pour les versions françaises, et ça depuis tout petit. Et cette appétence n'a fait que grandir au fil du temps. Est-ce que tu as une image marquante qui aurait un lien, une image de l'enfance, hein, certainement, qui aurait un lien aujourd'hui avec le rapport que tu entretiens aux images? Alors ça peut être un extrait de film, ça peut être aussi quelque chose que tu aurais vécu, ça peut être une photographie, un tableau, bref, une image. Est-ce qu'il y en a une? Je pense qu'il y en a plusieurs dans une vie de cinéphile. C'est des images qui nous marquent en fonction de notre évolution cinéphilique. Tu as des images qui te marquent à 20 ans et qui changent complètement, radicalement ta façon de voir les films. Mais bien sûr, tu as des images que tu as vues étant enfant, qui commencent petit à petit, brique par brique, à construire une cinéphilie. Alors, si tu parles de la première image, je dirais que alors, mes parents ne m'emmenaient pas au cinéma, malheureusement. Les seules fois où j'allais au cinéma, c'était avec le centre aéré, donc le mercredi ou pendant les vacances. Et donc, j'ai un souvenir de deux films notamment que je suis allé voir étant jeune. Je crois que le premier film que j'ai dû voir, c'est La Guerre des Étoiles. Ça devait être en 81 ou 82, donc c'était pas lors de la sortie de La Guerre des Étoiles, mais un cinéma qui souvent à l'époque pouvait diffuser un film pendant très longtemps. Le Grand Pavot a été un cinéma où on pouvait voir des films qui avaient 4, 5, 6 ans, voire 10 ans. Donc il y a La Guerre des Étoiles qui m'a fortement marqué, mais vraiment très très fortement. Et également E.T. l'extraterrestre de Spielberg. Ça, c'est vraiment les images que j'ai en tête de visionnage au cinéma sur grand écran, où je rentrais vraiment dans un temple que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment fasciné. Et la deuxième image, donc à côté de ça, c'est les vidéoclubs. Donc moi, je me souviens que mon père m'a emmené un jour, sans me dire où on allait, dans un vidéoclub. C'était un vidéoclub qui était dans le 15e arrondissement, qui s'appelait King Video. Et quand je suis rentré dans ce
dans ce temple, pour le coup, du cinéma, j'ai été subjugué par toutes ces jaquettes. En plus, voilà, on se parle de jaquettes dans les années 80 qui étaient extrêmement stylisées, travaillées, où il y a vraiment, en termes de design, c'est vraiment une époque. Et j'ai été vraiment, je suis vraiment tombé amoureux. Et le premier film que j'ai loué, c'est un James Bond, c'est L'espion qui m'aimait, que je ne connaissais absolument pas. Je l'ai pris un petit peu au hasard parce que la jaquette me plaisait, l'affiche du film. Et ce film m'a aussi énormément marqué. Et puis plus tard, il y a eu d'autres images. Je me souviens avoir vu Fenêtre sur cour à la télévision et l'image de ce huis clos un petit peu étouffant, mais en même temps extrêmement bien travaillé en termes d'image, très bien joué. Ça m'avait vraiment énormément marqué. Et puis plus tard, il y en a eu d'autres. Mais moi, je dirais, voilà, Star Wars, Spielberg, mais vraiment parce que première fois que je rentre dans une salle avec un grand écran, et toute la partie vidéo club qui, moi, me manque, et même arrivé à l'aube des années 2000, les vidéos futures, c'était déjà plus ça. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans le vidéo club que moi, j'avais connu, que toute une génération avait connu, et on a été biberonné par ces vidéos qu'on louait tous les week-ends ou tous les mercredis. Ça, c'est vraiment l'image que je garde en tête. Est-ce que les moments où tu allais au cinéma, qui sont pas forcément rares, mais les moments où tu allais au cinéma, comment ça m'intéresserait de savoir comment tu te sentais lorsque tu te retrouvais dans la salle de cinéma? Ah non, mais c'était incroyable. Je trouve qu'il y avait une atmosphère, une ambiance dans les cinémas qui est plus du tout la même aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'il y avait les ouvreuses à l'époque, qu'il y avait donc les personnes qui venaient, qui vendaient des glaces, qui vendaient et qui passaient. Il y avait tout ce qui était publicité avant, bande-annonce, et les bandes-annonces étaient vraiment particulières à l'époque. Donc il y avait toujours une voix off qui racontait, ce qui n'existe quasiment plus. Il n'y a plus du tout de voix off maintenant dans les bandes-annonces. Et surtout le son. Moi, j'ai un souvenir du son. Dans un cinéma, on était complètement englobé par le son, avec des dialogues qui étaient beaucoup plus dans les basses. Et ça, c'était quelque chose qui m'impressionnait. Outre l'image, le son m'impressionnait aussi beaucoup. Et j'étais complètement émerveillé par les films, par aller au cinéma, le grand écran. Enfin, c'était magique, vraiment. J'ai des souvenirs qui sont gravés en tête. Et puis ensuite, bien sûr, les films, l'émotion. Moi, je me souviens avoir pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant E.T. Et donc ça, on peut aimer ou pas Spielberg. C'est un formidable conteur. Et en tout cas, moi, mon âme d'enfant, il l'a touché de la plus belle des manières, où je suis ressorti complètement époustouflé. Le son, la voix off, sans faire de psychologie de bazar, il y a beaucoup de liens comme ça, avec beaucoup de connexions, en tout cas avec le sujet d'aujourd'hui, qui est cette revue que tu as fondée, que tu as créée, qui s'appelle Synchro. Et entre le moment où on s'est connus, c'est-à-dire la fin des années 90, et aujourd'hui, il y a cette revue qui s'appelle Synchro qui existe. Est-ce qu'il y a eu d'autres projets, d'autres tentatives, d'autres... Oui. Comment ça s'est passé finalement tout ça? Oui, tout à fait. En fait, à l'aube des années 2000, donc à peu près à l'époque où on s'est quittés, toi et moi, donc à l'aube des années 2000, je me suis vraiment intéressé à ça. On se parle d'une époque où il y avait très très peu de choses qui étaient dites sur le doublage. C'était quelque chose de très opaque. Moi, j'avais été bercé aussi dans mon enfance par La Dernière Séance, série mythique présentée par Eddie Mitchell, où il passait énormément d'anciens films, et toutes ces... on est d'une génération où à la télévision, il ne passait que des versions françaises. On ne va pas se le cacher. Voir un film en VO, c'était assez rare ou assez tard le soir. Exactement. Enfant, je ne pouvais pas avoir accès à ces films en version originale. Donc moi, j'ai été vraiment bercé par les versions françaises. Et des voix ont vraiment résonné en moi. Je parle de très très grands comédiens de doublage qui doublaient des très grands acteurs, des grandes figures d'Hollywood. Roger Rudel sur Kirk Douglas, Raymond Loyer sur John Wayne, Henry Djanik voilà, sur Anthony Quinn. Des voix qui avaient une personnalité extrêmement forte. Des voix avec une très forte identité et qui résonnaient énormément en moi. Donc à l'aube des années 2000, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant. Ces voix-là, on ne connaît qu'elles.
on ne connaît qu'elle, mais on ne connaît pas les comédiens qui sont derrière. C'est quand même incroyable de se dire que finalement, j'ai plus entendu la voix de Raymond Loyer, donc le comédien qui fait John Wayne, que la voix de Belmondo. Alors que j'avais vu plein de films de Belmondo, mais Raymond Loyer avait doublé tellement d'autres comédiens, Charlton Heston et j'en passe, que finalement, j'avais plus entendu la voix de Raymond Loyer que celle de Belmondo. Et pourtant, j'étais fan de Belmondo. Mais qui est Raymond Loyer? Je ne savais même pas qu'il s'appelait Raymond Loyer, ce monsieur. Je connaissais sa voix, mais je ne savais pas qui c'était. Et c'était à l'époque de la fac, j'étais allé à la bibliothèque et je me suis dit, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose sur le doublage. Donc, j'étais allé regarder les livres et j'avais regardé un livre sur le son. Et il y avait un petit article de 10 lignes sur le doublage dans un livre de 300 pages sur le son. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, on a un chaînon manquant. On a quelque chose qui manque là. On entend tous ces voix, mais il n'existe pas. Donc, je me suis mis en tête d'écrire un recueil d'interviews de très grandes figures du doublage, de très grandes voix, de très grands comédiens. Et j'ai commencé par interviewer un comédien qui s'appelle Thierry Desroses, qui est la voix française de Samuel L. Jackson, entre autres, parce qu'il en a fait énormément. Et très gentiment, en lui exposant mon projet de livre, a accepté de me rencontrer et encore plus gentiment, parce qu'il est vraiment adorable, il a ouvert son carnet d'adresses, son carnet de téléphone, il a appelé Patrick Poivet, donc la voix française de Bruce Willis, devant moi, en disant, écoute, moi j'ai un jeune devant moi qui vient de m'interviewer, l'interview est formidable, est-ce que tu accepterais de le rencontrer parce qu'il a plein de questions à poser, c'est un passionné et il veut en savoir plus sur notre métier et sur nos carrières. Et bien sûr, Patrick Poivet a accepté et de fil en aiguille, ils m'ont donné d'autres numéros de téléphone et j'ai pu rencontrer vraiment une vingtaine de comédiens. Ça m'a pris 2-3 ans pour rencontrer une vingtaine de très, très grandes figures. Donc, effectivement, il y avait Raymond Loyer, il y avait Roger Rudel, dont je viens de parler, Céline Monsara, la voix française de Julia Roberts, Bernard Lano, la voix française de Kevin Costner. J'ai rencontré Pierre Attet, la voix de Doc dans Retour vers le futur, Henri Djanik, donc, qui était Anthony Quinn, entre autres, parce qu'ils en ont doublé beaucoup. Paul Emmanuel, la voix d'Elizabeth Taylor, qui était l'épouse de Jean-Claude Michel. Voilà, Jean-Claude Michel, qui était la voix de Sean Connery, mais malheureusement qui était décédé en 99, donc je n'ai pas pu l'interviewer. Mais j'ai revu Paul Emmanuel pour qu'il me fasse une interview en me parlant que de son mari. Et d'ailleurs, cette interview, je la mettrai dans les mois à venir dans le magazine, avec un article hommage sur Jean-Claude Michel, qui pour moi est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand comédien de doublage qui existait, parce qu'il a doublé quasiment 1000 films, qu'il avait véritablement la voix du mâle alpha dans toute son excellence et sa grandeur, et qu'il a doublé les plus grands comédiens que Hollywood a pu connaître. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai interviewé ces vingtaines de comédiens, et puis la vie m'a rattrapé. C'est-à-dire qu'il a fallu que je trouve un travail un peu mieux payé. Je suis rentré dans le retail où j'ai été manager, puis directeur de magasin. Et dans le retail, dans la grande distribution, malheureusement, on fait énormément d'heures et je n'avais plus de temps à consacrer à cette passion et à ce projet. Donc, je l'ai laissé de côté pendant près de 20 ans. Une déception au fond de moi, parce que j'avais véritablement envie de sortir ce livre, mais en même temps, je m'étais un petit peu résigné en me disant oui, peut-être un jour, on verra, mais manque de temps. Et en fait, c'est le confinement, le premier confinement en mars 2020 qui m'a fait ressortir un petit peu cette envie, et je me suis dit non, mais je ne peux pas laisser de côté ces interviews qui représentent la mémoire du doublage. On se parle de comédiens, de certains comédiens qui sont décédés. Ce sont des interviews qui duraient entre 1h30 et 2 heures, donc plutôt très denses. Je ne peux pas laisser de côté ça. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, mais ce n'est pas un livre qu'il faut écrire, c'est un magazine. C'est quelque chose de périodique, quelque chose qui peut revenir. À l'époque, je ne savais pas si c'était un trimestriel ou un bimestriel, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, il faut que ce soit quelque chose de récurrent parce qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement de comédiens merveilleux, incroyables, qui ont jalonné toute cette histoire du doublage.
je ne peux pas laisser ça de côté. Et pourquoi pas aller plus loin, c'est-à-dire, outre des interviews, faire des articles thématiques sur, je dis n'importe quoi, mais ça peut être sur une série en particulier, ça peut être un reportage sur un doublage en particulier, aller faire le reportage photo, interviewer les comédiens qui font les têtes d'affiche, interviewer l'adaptateur, le directeur artistique, l'ingé son, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées. Il y a tellement de choses à dire. Et donc, j'ai décidé de franchir le pas. Quelques mois après, je suis retourné travailler dans l'enseigne qui m'embauchait. J'ai décidé de faire une rupture conventionnelle parce que mon projet était à maturité dans mon esprit. C'est un risque que je prends parce que c'est un magazine papier, on sait très bien que les magazines aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais mon magazine ressemble plus à un MOOC qu'à un magazine. C'est un magazine avec une couverture cartonnée, c'est une impression livre. Le papier fait 135 grammes, c'est une impression livre. D'ailleurs, toutes les personnes à qui je le montre, les comédiens que j'interviewe qui n'ont pas vu le magazine, quand ils le voient, ils disent « Waouh, mais c'est pas un magazine, c'est un livre ». Effectivement, tous les 2 mois, je sors un livre sur le doublage qui au final, s'il y a beaucoup de numéros, sera vraiment la mémoire du doublage, avec des interviews, encore une fois, où on aura vraiment le parcours des comédiens, ce qu'ils pensent, comment ils ressentent leur métier. Et voilà, tout est venu de là, et voilà le truchement un petit peu d'où de la création de Synchro. Synchro est donc est une revue que le premier numéro est sorti quand exactement? En fait, il y a un numéro 0, qui est un numéro prototype, qui est sorti en avril. Les numéros, d'un point de vue économique, ça va être très clair. Aujourd'hui, je n'ai pas un lectorat qui est suffisant pour rendre pérenne cette aventure. C'est-à-dire que, pour être très clair, et c'est ce qui me fait peur aussi, pour rendre pérenne cette aventure, il faut que je vende 800 numéros tous les 2 mois. Ce qui, en soi, est beaucoup, mais également pas beaucoup. On se parle que de 800 numéros. On est presque 80 millions en France. Les passionnés de cinéma, il y en a des dizaines de milliers. Donc finalement, c'est pas beaucoup. Mais on se parle aussi du doublage. Donc on se parle d'une niche dans une niche dans une niche. C'est la niche de la niche de la niche. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ce projet va être finalement viable. Je me donne encore 1 an et demi pour que ce le soit. Donc, 1 an et demi pour atteindre ces 800 ventes tous les 2 mois. Économiquement, moins j'imprime, et forcément, plus le coût de revient du magazine est cher. Enfin, voilà, plus ça coûte cher. Un magazine, quand j'imprime à 450 exemplaires, le magazine me coûte 9 €. Plus les frais d'envoi, plus, finalement, il ne me reste pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne me rémunère pas. Parce que j'ai la chance, on est en France et tant mieux, mais j'ai la chance suite à la rupture conventionnelle, de m'être inscrit à Pôle emploi et d'être en création d'entreprise. Donc, je touche une rétribution de Pôle emploi, mais cette rétribution, elle va s'arrêter dans 1 an et demi. Donc, dans 1 an et demi, il faut que je puisse me rémunérer. Tant que je ne peux pas me rémunérer, ce n'est pas viable. Donc, c'est pour ça que je passe par des campagnes participatives sur Ulule, au début en tout cas, qui me permettent d'avoir une sorte comment dire, de présentation du produit au plus grand nombre. Parce qu'il n'y a pas que des passionnés de doublage qui vont sur Ulule, il y a plein de gens qui regardent les projets. Et régulièrement, j'ai des personnes qui me disent « Ah, je suis allé sur Ulule, j'ai vu ce magazine sur le doublage, génial, je suis très content », et ils m'achètent le magazine. Donc aujourd'hui, il faut que je garde cette vitrine Ulule, mais très rapidement, il va falloir que j'arrête parce que Ulule me coûte de l'argent. C'est 8% à peu près des ventes, du montant des ventes. Donc, il va falloir que j'arrête et que je vole de mes propres ailes. Chose que j'ai commencé à faire parce que le site internet de Synchro a été lancé il y a 1 mois. Ça s'appelle synchrodoublage.fr. Et sur ce site, on peut acheter les magazines directement sur le site. Mais au départ, c'est vraiment, je veux garder cette attention par rapport à Ulule et cet événement que je crée sur les lancements des magazines en précommande sur Ulule pour ensuite être livré. Donc actuellement, la revue n'est pas disponible dans les points presse, dans les relais, dans les choses comme ça. Elle ne le sera jamais. Et ne sera jamais, d'accord. Non, elle ne sera jamais. C'est un magazine indépendant. Moi, je voulais créer un objet collector. Quelque chose que les personnes qui l'achètent soient vraiment fiers de posséder.
Qu'est-ce que j'ai mis en place pour ça? Le papier 135 grammes, la couverture cartonnée. C'est un très beau livre, vraiment. Donc, c'est vraiment des très belles finitions, une impression qui est vraiment de qualité. C'est un magazine qui est numéroté. Il est numéroté à la main, c'est-à-dire que quand j'imprime 450 exemplaires, eh bien, c'est 450 exemplaires qui sont numérotés à la main. La personne qui l'achète, elle sait qu'elle a un objet très collector. Et du coup, ça crée une appétence, une envie aux personnes de se dire, waouh, j'ai commencé le numéro 0, bah, j'achète le numéro 1, j'achète le numéro 2, j'ai envie d'avoir toute la collection, une collection très rare. Et c'est en cela que ça m'intéresse. Aujourd'hui, si tu veux, je n'ai pas du tout envie de réimprimer des magazines, même s'ils sont épuisés, je n'ai pas envie de les réimprimer. J'ai envie vraiment que les personnes qui m'ont fait confiance au départ, qui l'ont acheté, se disent, voilà, j'ai un objet qui est très rare, j'ai le numéro 1, par exemple, sur 450 exemplaires de tel numéro, je suis très content de l'avoir. Et il y a déjà, j'ai beaucoup de retours de personnes qui m'envoient des photos, des magazines rangés dans leur bibliothèque, qui disent, voilà, je les mets à côté de Rokirama, je les mets à côté de telle et telle revue, parce qu'ils se disent, voilà, je suis très content de commencer cette collection et je suis très fier de participer à cette aventure. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui attendaient ça depuis très longtemps. Le magazine, en fait, me permet en plus de prendre du temps. Aujourd'hui, on va très vite. Internet, tu le sais, hein, ça va très, très vite. On zappe. Facebook, on zappe. On a des applications comme TikTok ou comme Instagram. Voilà, on zappe. Aujourd'hui, moi, peut-être que c'est notre génération, mais je suis d'une génération qui ne supporte plus de zapper à outrance. C'est-à-dire que j'ai besoin, à un moment donné, de me poser. C'est la raison pour laquelle l'intégralité ou quasiment l'intégralité des interviews sont mises dans le magazine, parce que ce sont des interviews qui peuvent faire 20, 25 pages. J'ai un comédien que je vais mettre en couverture du numéro 4, donc ce n'est pas tout de suite, mais je l'ai interviewé pendant 3h30. Autant te dire que ça va être passionnante l'interview. Ça va être une interview qui va faire facilement 35 pages dans le magazine. Et c'est là où c'est un magazine qu'on pourra prendre, commencer à lire, le reposer, le reprendre, terminer l'interview, prendre son temps. Et ils ont tellement de choses à dire, ces comédiens et ces artistes ou ces techniciens qui travaillent, qui œuvrent dans le doublage, que je ne peux pas me permettre de les couper. Je ne suis pas à la télévision où on va faire une interview pendant 45 minutes et on va garder que 3 minutes d'interview. Ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je veux vraiment rentrer dans les sujets. Je veux vraiment laisser la parole. Et c'est vrai que je me rends compte que dans une interview de 3h30, le comédien n'est jamais aussi bon que plus l'interview avance et meilleur il est. C'est-à-dire qu'il est rodé, il est chaud, il y va. Et c'est là où il sort des pépites, il sort des anecdotes incroyables. Et c'est ça le plus intéressant. Dans une interview de 20 minutes, finalement, l'essentiel n'est jamais dit. Ça reste que la surface des choses. J'imagine que tu fais pas mal de choses par rapport à cette revue, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui travaillent avec toi? Comment ça se passe au niveau de l'équipe? Comment vous travaillez et comment vous travaillez le sommaire surtout? Oui, bien sûr. Alors, le sommaire, c'est moi qui le travaille. Je suis quasiment seul dans cette entreprise. C'est-à-dire que je fais quasiment tout de A à Z. C'est-à-dire de l'interview jusqu'à la mise en page du magazine, l'impression, la comptabilité. Donc, je fais tout. Après, suite au lancement du projet, il y a des personnes qui se sont intéressées, des passionnés comme moi, qui m'ont proposé leur aide. Et je les en remercie. J'ai des personnes qui m'ont proposé de faire des relectures du magazine, chose qui est primordiale, effectivement, parce que quand on écrit des interviews aussi denses, même si on est très bon en orthographe, que je suis, il y a des coquilles qui se font, on veut aller très vite, on court après le temps, et au bout de 14 heures de travail, on a les yeux qui se croisent et on ne voit plus rien, en fait. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut se faire relire. Que ce soit dans les tournures de phrases, mais aussi dans les petites coquilles, les petites fautes qui ont pu s'insérer. Donc, il y a des personnes très gentilles qui m'ont proposé leur aide, qui m'ont dit, écoute, Olivier, moi, je suis très, très fort ou très forte en orthographe. Je me ferai un plaisir de relire tes interviews, de t'apporter mes corrections, si tu les acceptes ou pas.
Et donc, j'ai 3 personnes qui se sont proposées pour relire et c'est très bien. Et je les en remercie. Et à côté de ça, j'ai aussi d'autres personnes, notamment Simon Bailly-Chouroz, qui est un jeune homme qui a fait des études de cinéma, qui a fait un mémoire sur le doublage dans le cadre de son master et qui me l'a fait lire, d'ailleurs très très intéressant, et qui aujourd'hui réalise des documentaires et qui a une équipe aussi qui l'accompagne dans cette aventure de documentaire. Il a même une chaîne YouTube et tous les mercredis, il parle cinéma autour d'une table avec des amis qui sont aussi fans de cinéma. Et donc lui, il m'a dit, écoute, si tu as besoin d'aide, je veux bien t'aider. Donc j'ai accepté, notamment pour le numéro 2. Il y a une interview d'un comédien qui s'appelle Xavier Béja, qui est un comédien qui travaille pour le cinéma, mais qui travaille aussi beaucoup pour la télévision, pour les séries notamment, ou pour les téléfilms. Et donc, c'est lui qui allait interviewer Xavier Béja, qui ensuite, bien sûr, on a travaillé ensemble les questions à poser, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une ligne directrice, une sorte de, voilà, l'essence même de Synchro. Donc, on a travaillé l'interview ensemble. C'est lui qui allait l'interviewer et ensuite qui m'a donné cette interview. Et je suis vraiment très, très content de travailler avec lui. Et on a d'autres projets ensemble, justement, pour travailler, parce que je me rends compte que seul, je pourrais le faire, hein, mais je vais vite m'épuiser. Je pourrais peut-être pas aller jusqu'au bout. Donc, merci aussi à lui. J'ai d'autres personnes qui me proposent, mais aujourd'hui, c'est la naissance de mon bébé. Et j'ai besoin, en tout cas, au départ, de couver cet enfant en tant que papa, voilà, de le couver moi-même et d'avoir vraiment la main sur les interviews et sur, on va dire, la majorité du magazine. Après, plus tard, si ça fonctionne, pourquoi pas travailler avec des personnes qui le souhaitent. Mais aujourd'hui, c'est du bénévolat, parce que même moi, je ne me rémunère pas. Donc, ils le font vraiment de façon bénévole et parce que ce sont des passionnés tout comme moi. En fait, je pense que les comédiens en doublage ont beaucoup de choses à dire, parce que finalement, on les interviewe que très peu. Moi, j'ai toujours été effaré par certaines émissions qui font venir des comédiens de doublage, et c'est réducteur de dire comédien de doublage, parce que finalement ce sont des comédiens, et le doublage est un exercice de leur métier de comédien. Ils font venir certains comédiens qui font peut-être plus de doublage que d'autres, très connus, dans des émissions, et j'ai toujours été effaré des questions ineptes, voire réductrices, qui leur sont posées. C'est-à-dire que à la limite, on les prend pour des chiens de Pavlov. C'est-à-dire, on leur donne un sucre et on leur dit, tiens, est-ce que tu peux me faire Bruce Willis? Est-ce que tu peux faire John McClane? Je pense que ça doit être plutôt frustrant. Moi, je me mets à la place de Patrick Poivet. Si à longueur de journée, on lui dit, est-ce que tu peux faire John McClane? C'est compliqué. Il a peut-être autre chose à dire. Et j'étais vraiment effaré. Ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment traite-t-on ces comédiens qui sont juste incroyables, qui ont un talent de dingue? Mais non. C'est la télé qui veut ça, j'imagine, mais on ne fait qu'effleurer finalement tout ça. Et je pense que les comédiens, quand ils voient en face d'eux quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui s'intéresse à leur carrière, quelqu'un qui est subjugué par leur talent, qui est là à les écouter, à leur poser des questions, mais pas des questions pièges, des questions... J'ai aucune question piège à poser, moi je les aime, ces comédiens. Donc à partir du moment où il y a ça qui se met en place, je pense qu'il y a un vrai climat de confiance qui se crée, et c'est peut-être ça justement, Samir, qui fait que tu as cette impression justement d'une certaine connivence et quelque chose, une conversation qui était là et qui continue. Je pense qu'il y a ça. Je pense que également, la seconde chose, c'est que je parle d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'en début d'interview, je leur demande de me parler de leur enfance. Je leur demande de parler de leur famille, de leurs parents, comment est-ce qu'ils ont découvert le cinéma, comment est-ce ils se sont découvert une flamme pour le jeu, comment ça s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne leur pose jamais, et eux-mêmes me le disent. Ils disent, Olivier, c'est la première fois qu'on me
qu'on me parle de ça. Moi, la plupart des comédiens que je rencontre me disent, la première question qu'on nous pose, c'est comment vous êtes venu au doublage? Point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non. C'est comment vous êtes venu à la comédie, déjà avant tout. C'est-à-dire que comment vous êtes arrivé à jouer dans des pièces de théâtre? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous inscrire au conservatoire, de prendre des cours? Et tout ce temps-là qui, finalement, quand même, dans une interview, dure bien 30 minutes, eh bien, c'est 30 minutes où il se dévoile. Et quelque part, là, se crée... Alors là, pour le coup, c'est le ciment vraiment d'un climat de confiance qui perdure jusqu'à la fin de l'interview. Et je sais que je m'entends très bien avec tous les comédiens que j'ai interviewés. Ça s'est toujours très bien passé. Moi, j'ai le souvenir de Roger Carrel, que j'ai interviewé donc, il y a 20 ans, dont l'interview se trouve dans le numéro 2 qui est actuellement sur la campagne Ulule. Et Roger Carrel, à la fin de l'interview, ça s'était tellement bien passé, ça avait tellement matché qu'il m'a raccompagné en voiture à la gare parce qu'il trouvait que c'était un peu loin pour moi. Non, mais c'est juste incroyable. Moi, j'ai des souvenirs comme ça, et c'est pas le seul, où le climat de confiance s'est tellement installé que finalement, on n'était pas des amis, mais voilà, ils comprenaient mon travail, ils comprenaient ce que je voulais dire, et surtout, ils savaient que je les respectais. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, ça a un peu changé, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le doublage est quelque chose un peu plus dans l'air du temps. Et que pour les séries animées, enfin pas les séries animées, mais les films d'animation, il y a beaucoup de comédiens connus qui font du doublage, donc c'est quelque chose qui s'est un peu démocratisé. Donc heureusement, ça a un petit peu changé l'image du doublage, mais à une certaine époque, certains comédiens étaient considérés comme des pestiférés. Ah, tu fais du doublage, bah, ça leur fermait énormément de portes pour jouer au cinéma, pour jouer dans d'autres choses. Dans l'interview de Jacques France, il est très clair là-dessus. Hein. Yves Boisset, enfin le producteur d'Yves Boisset a refusé qui joue dans un film d'Yves Boisset en disant non, mais lui, il fait du doublage. C'est une aberration. Donc, le mot pestiféré est peut-être un peu fort, mais quand il voit quelqu'un en face d'eux qui les aime, qui est passionné et qui n'a pas juste envie de leur dire tu peux me faire John McClane, eh ben, il s'ouvre, en fait. Il s'ouvre et là, pour le coup, c'est un vrai partage. Et je pense que ça vient de là. J'allais te poser la question par rapport au je dis bien l'évolution qui ne veut pas dire une progression, hein, ni une régression, mais l'évolution effectivement de la réceptivité du doublage par le fait que du fait que beaucoup de films d'animation depuis 20 ans maintenant sont doublés par des comédiens et comédiennes qui sont en haut de l'affiche. Ça, c'est quelque chose. Mais je pense que tu as un peu répondu. C'est pas quelque chose qui t'effraie, mais je me suis souvent posé la question de cette orientation là. Oui, ça doit être un peu compliqué. Moi, je vais être très clair avec toi. C'est une orientation qui, pour moi, est très étrange. C'est-à-dire que en fait, les décideurs considèrent les clients, donc ceux qui font appel aux maisons de doublage, ont un budget de promotion. Et dans ce budget de promotion du film, d'animation, ils estiment que le fait de mettre un comédien mainstream connu à l'image dans le doublage de leur film fait partie de leur budget de promotion. Pourquoi? Parce que les chaînes de télé, les radios, vont plus vouloir inviter une star de la télé ou du cinéma dans une interview pour parler d'un film d'animation que si c'était un comédien qui faisait beaucoup de doublage. Et si tu veux, c'est rentrer vraiment dans la promotion habituelle des films d'animation. Alors, on a des bonnes surprises, mais on a des très mauvaises surprises. On a surtout des très mauvaises surprises, j'ai envie de le dire, on a surtout des très mauvaises surprises. Mais parfois c'est très bon. Et tant mieux. Et d'ailleurs, et c'est là où c'est intéressant, certains comédiens mainstream qui s'essayent à ça, qui mouillent leur chemise, et qui, après avoir fait le doublage, disent « Mais attendez, moi, j'ai jamais autant mouillé ma chemise que sur ce doublage-là par rapport à ce que je fais au cinéma ou que je fais à la télé », ça aussi, c'est bien parce que ça redore un petit peu toutes les lettres de noblesse du doublage en disant « Attention, les gars,
on critique le doublage, mais le doublage pour un comédien, c'est extrêmement difficile. Et pour être bon, il faut être excellent. C'est pas donné à tout le monde. Et donc il y a de deux. Parfois, c'est raté. Et pourtant, ils ont beaucoup plus de temps pour doubler. Mais après, je peux l'entendre. C'est-à-dire que tous les comédiens que j'interviewe, quand je leur dis combien de temps est-ce que vous êtes fait facilement à la technique, alors il y en a qui me disent oui, assez facilement, mais il y en a beaucoup qui me disent pour digérer la technique du doublage, il faut des mois. Quand on demande à Louane, qui double un film récent, belge, je crois, un film d'animation récent, elle arrive, elle ne sait pas, elle a pas du tout de technique. C'est-à-dire qu'après, c'est la magie du montage qui fait que, et c'est surtout que je pense qu'ils ont dû prendre 3 fois, 4 fois plus de temps à faire ce doublage. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais ils ont dû prendre beaucoup plus de temps pour faire ce doublage que si ça avait été une comédienne aguerrie dans l'exercice. Mais en même temps, Louane est invitée sur les plateaux, elle est invitée sur RTL, elle est invitée à la télévision pour parler de ce film. Et pour eux, c'est inestimable pour un producteur ou pour un distributeur. Il a la possibilité d'avoir accès aux médias mainstream et aux médias grand public. Et pour eux, ça n'a pas de prix. Après, artistiquement, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est pas abîmer un film, en tout cas le doublage du film, que de prendre un comédien qui est pas mauvais en soi, hein, il peut être un très bon comédien, mais qui en doublage aurait nécessité peut-être plus d'expérience pour pouvoir réussir de façon parfaite un doublage. Quand on voit Toy Story, c'est Richard Darbois et Jean-Philippe Martin qui font la voix française de Woody et de Buzz, ils sont juste exceptionnels. Mais si on avait pris, je dis n'importe quoi, Gérard Lanvin et je sais, est-ce que le résultat aurait été aussi bon? Je me pose la question. Alors oui, il y aurait eu plus de publicité, plus de marketing autour de ces comédiens connus, mais je ne suis pas sûr que le résultat aurait été aussi bon parce que la VF de Toy Story est encensée partout et que énormément de gens y sont sensibles. Si j'ai bien compris, là, tu travailles sur le numéro 4, c'est bien ça? Ou le numéro 4 est déjà... Alors, je travaille sur le numéro 3 avant le 4, mais effectivement, j'ai déjà interviewé la personne qui sera en couverture du numéro 4, qui est un très, très, très grand comédien que j'aime énormément, qui est un comédien qui fait quasiment l'unanimité auprès de tout le monde, hein. Il a fait des doublages parce que je ne dirais pas son nom, même pour toi. Je l'avais compris, compris. J'imagine. Mais c'est un comédien qui a participé à des doublages cultes, mais véritablement cultes, qui sont considérés comme des VF surpassant les VO. Donc pour ceux qui sont un peu, qui connaissent un peu le doublage, il y a plusieurs noms de films comme ça où on sait que les VF surpassent les VO. C'est comme ça, on peut en débattre, hein, on peut en débattre. Mais voilà, mais non, je suis sur le numéro 3, et donc il sera terminé d'écrire à la fin du mois de janvier pour une campagne Ulule qui aura lieu en mars. J'essaye toujours d'avoir un mois d'avance, mais l'idéal, ce serait d'avoir 2 numéros d'avance, donc ça, il va falloir que je cravache pour les avoir. Je te souhaite longue vie à Synchro, et en tout cas, c'est passionnant. Et ce que tu racontais par rapport à ce que tu as fait il y a 20 ans de cela, de rencontrer les grands noms du doublage, ça me rappelle ce qu'ont fait peut-être aussi d'autres critiques de cinéma que furent Serge Danet et Louis Correcchi dans les années 60, quand ils sont allés aux États-Unis pour aller discuter avec certains grands cinéastes de l'âge d'or du cinéma hollywoodien qui étaient un peu oubliés, et comme George Cukor, comme Buster Keaton, tout ça, et ça a donné des suites assez incroyable et intéressante. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir et j'espère qu'on se retrouvera très très vite en tout cas pour d'autres numéros de Synchro. Merci Samir, et longue vie à Microciné également. Merci, au revoir à tous. Merci à toi. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.